j'ai parlé pendant 1 heure, ils ont fait des montages, et la vidéo, elle a cartonné, et je suis devenu Mathias Cardet en une vidéo. C'est pour vous dire que c'est pas un truc, tu vois, de genre de... Je suis pas devenu Mathias Cardet en entraînant avec Soral ou En faisant des actes militants. des actes militants. Ça aurait pas pu se passer même à l'époque, dans les années 90, où vous faites militant, il fallait être un faf et tout et compagnie. Là, Coller on est- des affiches, des affiches. trucs. Non, là on est en 2011 et ça explique d'ailleurs le succès de Soral. C'est pour ça que moi je fais ça ici, parce que moi mon intérêt c'est de parler aux mecs de quartier et la douille. En fait, la force de Soral, c'était Internet. C'est parce qu'il faisait des vidéos dans son canapé, il faisait que des punchlines, c'était un rappeur. On va dire c'est Booba sur Instagram. Ouais. Et que des c'est un booba antisémite. Un booba antisémite sur Instagram, il fait que des punchlines avec des vidéos, des clips et tout. Attends, tu dis Booba antisémite, mais je veux dire, il aimait que pas les feux, Soral. Soral, il aime personne, c'est un anti-tout. Mais le terrain qu'il a trouvé, qui était le plus piquant, c'était l'antisémitisme, puisque c'était surtout pour récupérer le public de Dieudonné. Parce que c'est Dieudonné qui pourvoit les mecs de quartier. C'est Dieudonné qui ramène les mecs de quartier. Dieudonné, c'est l'antisémitisme, son fonds de commerce. Et donc, Ouais, c'est Shoah, c'est c'est Ananas, Shoah, tous ces trucs-là. tout ça, ananas, tout ça. Donc lui, son terrain pour récupérer les gens de Dieudonné, c'était l'antisémitisme. Ça aurait été autre chose, ça aurait été autre chose. Et donc lui, il faisait que des punchlines sur Internet et il est devenu une star sur ça. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, en 2010-2011, à l'époque on disait toujours la télé c'est pas la vérité et ce qui est vrai c'est Internet. Tu te souviens au début Internet ça faisait genre certifié vrai. Alors qu'aujourd'hui maintenant il y a Marc McFly et Carlito, on voit bien que c'est comme la télé maintenant Internet. Mais à l'époque ça faisait trop vrai. Et lui il avait le certifié Ouais, vrai. quand tu passais à la télé, t'étais pas un vrai, t'étais un vendu. Ouais, c'était un vendu. Et quand tu passais On le sur voit bien Internet, avec Elie Semoun et Dieudonné, on Voilà. dit que Dieudonné c'est un vrai parce qu'il a pas Voilà. baissé son froc comme Elie, tout ça. exactement. Et quand tu passais sur Internet, tu passais pour un vrai. Moi, quand je suis passé sur Internet, alors qu'en vérité, le livre, il est écrit en 3 mois, carotte totale, jamais hooligan. Mais t'as pris des sous avec ce livre jamais, ou- Non, rien du tout. Je vais prendre 1000 balles. Carotte totale, De toute manière, c'était pas pour les sous. ouais, carotte totale. Je deviens Mathias Cardet, automatiquement figure de la dissidence en une vidéo faite sur le site à Soral. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Ni Noël, ni personne, ni les gens qui étaient derrière Noël, et ni les trucs. Ça, c'est Internet qui débutait. Mais ça aurait pu ne pas marcher ce truc-là. Ça aurait pu ne pas marcher. Un échec. Ça aurait pu être un échec. Sauf qu'il y avait aussi des modérateurs. Tu sais, à l'époque, sur le site de Soral, il y avait des modérateurs. Donc je pense qu'il y avait des mecs qui disaient c'est du mytho, mais les modérateurs ne sont pas sortis. Mais tu avais plein de gens qui étaient contents de voir un noir, même si on ne me voyait pas, dans le site à Soral. Donc j'étais le premier noir à ah ouais, putain, il y a un Renoir, en plus c'est un hooligan, en plus dedans je m'étonnais parce que dedans je disais ouais, je suis un ancien, je fais partie de la fratrie des Black Dragons, tout ça, on en reviendra. Black Dragon, donc voilà, ce mec-là, c'est un bonhomme, tu vois, avec une vidéo au mytho. Et quand je sors de la vidéo, frère, je prends mon métro, je fraude le métro, je rentre Tu à la manges ton maison, grec et tu rentres. je mange mon grec, je suis en galère, tu vois ce que je veux dire. Mais eux, dans leur tête, c'était genre, ouais, super-héros, tu vois. Mais à cette époque-là, tu montes pas ton visage. À l'époque, je montais jamais mon visage. Tu vois, je voulais pas montrer ma Soral, il avait vu ton visage. bah oui, il me connaît. Mais moi, je ne veux pas montrer mon visage. Et donc après, ça fait fin 2011. Et 2012, parce que tu as des gens qui disent ouais, mais comment il a fait pour être tout le temps avec Soral? J'étais pas tout le temps avec Soral. Après cette vidéo-là, Soral, il me calcule pas. Et toi, tu fais quoi? C'est quoi tes activités Il me après cette calcule vidéo? pas. Chaque mois, en 2012, il y avait ce qu'on appelait une réunion de lecture à égalité et réconciliation. C'est une fois par mois. Une fois par mois. Réunion de lecture, en fait, leur truc, c'était quoi? C'était de prendre des mecs de quartier, avec des FAF, des cadres identitaires, qui se rejoignaient et qui parlaient. Et ça, c'était une fois par mois, il fallait être coopté. Mais moi, comme j'étais devenu Mathias Cardet, j'étais invité. C'est ce truc-là dans lequel moi j'aurais voulu aller au début, mais qu'on ne pouvait pas aller. Mais là, j'ai été invité parce que je suis devenu Mathias Cardet avec une vidéo. Donc déjà, ils avaient annoncé dans leur truc avec la présence de Mathias Cardet. Donc les mecs disaient, ah ouais, Toi, t'étais le guest, quoi. Guest. Alors qu'en vérité, j'étais un bouffon, tu vois ce que je veux dire. Donc quand j'arrive, ouais, Mathias Cardet, alors raconte-nous le hooliganisme. Ouais, mais il y avait un petit fantasme sur toi. Ouais. C'est qui ce mec-là? Faut qu'on le rencontre, un Renoir. Raconte-nous. Donc frère, je raconte toutes les histoires que j'ai entendues des trucs de hooligans, tout ça, comme je connais très bien le foot. Oh, toi, en plus, t'es un fan du PSG. Je suis un fan du PSG de ouf, donc voilà, je connais des vannes. Tu connaissais le Parc des Princes par cœur. Je connais le Parc des Princes par cœur, je suis un truc, je barre, je sais faire des vannes, je connais toutes les vannes qui truc, tu vois, moi je suis un fils des bars, moi. Donc moi les vannes, tout ça je connais. Donc je deviens, oh ouais, donc les mecs ils me kiffent. Les mecs me kiffent comme ça. Et donc une fois par mois. Et c'est là où je commençais à prendre des renseignements parce que tu avais 90% de mecs normaux, mais tu avais 5% de mecs. Ouais, bah non, maintenant ce qu'il faut faire, il faut aller mettre des bombes dans des synagogues. Attends, quand tu dis des mecs normaux, j'aimerais revenir sur ça. Ouais, C'est quoi les mecs normaux en fait? des mecs comme toi, comme moi. Tu avais des mecs de Mais quartier. il kiffait Soral. Ils kiffaient Soral. Des mecs de quartier, ils sont là, ils vont te dire vas-y, c'est relou, on a perdu contre Nantes 3-2, mais
c'est pas pire que les chambres à gaz. Tu vois, ils vont te passer ils vont te passer du tac à tac. Donc c'est des mecs qui sont dans une matrice, mais des mecs normaux. Et toi, t'avais quelque chose contre les feuges? Non, j'ai rien contre les feuges, moi. J'ai rien contre les feuges, rien contre les rebeux, rien contre les renois. Moi, je suis un. Tu vois, je suis un Citoyen ça, du monde. Ça fait chier les gens. Non, je pense que je déteste ce mot-là. Moi, je suis un céfran. Je suis un céfran renois. Et je suis un céfran. Parce que moi, je fais souvent la distinction, et c'est pour ça que je répondrai à José Dalton plus tard. Je fais la distinction moi, entre les céfrans rebeux, les céfrans noirs, les céfrans maghrébins, et les renois et les rebeux. Tu vois, un céfran renois, moi, je suis un céfran, je suis noir. Je suis africain, je suis fier de moi, je suis fier de mes origines. Les renois, c'est des mecs qui ont des déterminismes, qui ont des attitudes, qui font les renois, gna gna, manani, manana. Et quand tu dis les renois, c'est les mecs qui sont nés ici? Non, les renois, pour moi, c'est un concept. C'est des attitudes. Des attitudes de trucs qui sont obligés. Mais arrête de faire le. Tu sais, qui se sentent obligés d'avoir des attitudes soit de victimisation, soit de faire des gros bras, soit de faire nanana. Quand je dis par exemple les rebeux, quand je dis un rebeu, c'est un mec qui sont obligés de faire la caïra ou de faire un truc à la con. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les distinctions entre un Français maghrébin et un Français renois. Donc moi, je suis un Français noir, mais je suis pas un stéréotype, moi, tu vois. Je suis pas là pour... toi, que j'ai mon phrasé, et je vais pas faire exprès de mal parler pour faire genre... Gaga, tu vois, nos parents nous ont appris, ils ont l'accent, mais à bien s'exprimer. Donc tu vois, et eux, ils viennent de loin, tu vois. Donc moi, Et même eux, ils rêveraient de parler très bien français. Exactement. Donc moi, j'ai la tchatch. Et donc une fois par mois, donc il y a les dingos. Et les dingos, c'est des mecs, des fois, t'as des mecs qui disent... c'est quoi les trucs le plus ouf que t'as entendu? Un jour, il y a un ouache qui me raconte, il me dit, voilà ce qu'on va faire. On va se déguiser, en feuge. On va aller mettre une bombe dans une mosquée. Il était sérieux. Il était sérieux. Lui, je dis, mais vas-y, ouais, t'habites où? Ouais, frérot, vas-y, viens, on rentre ensemble. Et lui, on rentre ensemble, je prends ses coordonnées, tout ça. Et lui, c'est la première personne à qui je donne son identité À Noël. à Noël, l'époque. C'est des trucs comme ça que je donnais au début. Et donc ça, c'est une fois. Mais pour toi, c'était normal en fait, en faisant ça, tu te voyais pas Poucave ou Balance? Non, regarde, il y a un mot que je dis souvent chez les gens, parce que les mecs, quand ils disent Poucave et Balance, ça veut rien dire. Poucave, Balance, c'est quand tu balances. Poucave, Balance, c'est quand tu fais ça sur les gens de ton camp. Tu vois? Quand tu poucaves quelqu'un, c'est quand tu poucaves quelqu'un de ton camp. Quand tu es en guerre, tu poucaves pas. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui ont un peu d'histoire, il suffit qu'ils regardent par exemple Hoover, dans les années 60. Hoover, il y avait les Black Panthers dans les années 68. Ce qu'il a fait, il a infiltré les Black Panthers, il a mis des gens dans les Black Panthers, il a mis des Renois dans les Black Panthers, tu vois, pour les détruire. Lui, ce qu'il a fait, c'est de l'infiltration contre un camp stratégie. Ennemi, contre un camp ennemi. Ça a toujours existé. Que ça soit Mao, que ça soit... Ça, c'est un camp ennemi. Une Poucave, c'est un mec, c'est ton frérot, comme il y en a beaucoup dans les stupes, c'est ton frérot. Tous les jours, vous mangez ensemble, vous faites de l'argent ensemble. Il va te Poucave pour prendre ton terrain. Ça, c'est de la Poucave, c'est de la balance. C'est pas une Poucave et une balance quand tu fais les trucs contre les mecs qui sont pas dans ton camp. Toi, tu savais que c'était des ennemis, ces gens-là? C'est des ennemis, c'est pas mon camp. Donc c'est pas Poucave, pas balance. Ça, c'est des mots à la con que les gens ils apprennent parce qu'ils regardent Donnie Brasco et ils croient que c'est comme ça la life. Ça n'a rien à voir. Poucave, balance, c'est quand tu poucaves les gens dans ton même camp. Sinon, c'est de la guerre stratégique, c'est de l'infiltration qui a toujours existé dans tous les camps. Et c'est de la guerre stratégique. Donc toi, le fait d'avoir donné le nom de cet Asiatique, Entre autres, ouais. c'était en fait, tu avais ce sentiment d'avoir... Mes frères, tu t'imagines, tu vas dans une mosquée, tu fais des bombes, Puis le mec, il avait l'air sérieux. Hein. Le mec, il avait, ouais, j'ai des grenades, j'ai commandé ça sur je sais pas quoi. Ouais, il était déterminé, quoi. Il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, tu vois. Et après, on dit quoi? Tu vois. Donc non. Donc ouais, lui, donc il y en avait pas beaucoup, hein, mais il y avait des mecs comme ça. Et donc les premiers mois, c'est ça. Sauf que je me rends compte, parce que ça me saoule, parce que je gagne pas trop de thunes, je me rends compte... Et quand tu vas à ces réunions, etc., t'es rémunéré ou... Non, je suis pas rémunéré, je suis numéro aux informations. Et je commence à... Non, je parle au niveau de l'équipe Assoral. Non, pas du tout. Non. Mais ils essayent pas de se renseigner sur toi? Non, il y a une fascination. Fascination. Les jeunes avec qui je parle, il y a une fascination. Les cadres, peut-être. Moi, je dirais, comme je dirais toujours, je me dis, je pense que très vite, les cadres, ils ont su mon blaze. Ah, ils t'ont cramé direct. Je pense, moi, aujourd'hui, que beaucoup de cadres savaient mon blaze. Mais l'association de Soral, c'est comme l'association de Raël. Soral, c'est le gourou. Faut pas l'emmerder. Bonjour monsieur. Faut pas l'emmerder, faut rien lui dire. Lui, il est là-haut, il est là pour prendre des meufs, baiser des mecs, baiser des meufs. Oui. Prendre des thunes. Me casser. Parce que j'ai l'impression que c'est son obsession première. Baiser des mecs, baiser des meufs. C'est ça son truc. Mais aller se taper contre des feuges, etc., c'est non, pas... Vas-y, arrête, frère.
il tape contre personne. Et donc lui, mais il fait de la boxe et tout ça. Non, arrête, vas-y, je raconte dans l'histoire, je vais vous raconter après l'histoire de boxe, c'est pas vrai ça, c'est des carottes ça. Je raconterai après une histoire sur la boxe avec lui. Donc, et son canapé rouge. Et donc le truc, c'est que lui, c'est pyramidal. C'est pas lui qui contrôle. Ce qui contrôle, c'est un mec qui s'appelle Julien Lim. C'est un mec, lui, c'était le mec, le cerveau, Donc dans des cadres, peut-être qu'il y en a certains qui commençaient à douter sur mon nom, mais Soral, il m'a toujours appelé Mathias, il a toujours cru que j'étais Mathias Cardet, toujours. Et donc, moi, à un moment, je me rends compte que les mecs, ils parlent que de Peura. Et je me rends compte aussi qu'en 2012, Soral, ça cartonne sur Internet. Les données, ça cartonne sur Internet. Et je me dis, j'ai un public. Et je pense à écrire des livres sur le Peura. Les femmes impostures du rap. Et avec quel objectif? Avec l'objectif déjà d'une, de parler à des mecs de quartier, parce que je me suis rendu compte que le mec qui avait le plus, grosso modo, c'était celui qui avait le plus d'audience des mecs des quartiers, c'était Dieudonné et Soral à l'époque. Ils étaient écoutés de ouf. Autant que les rappeurs. Plus. Parce que les rappeurs ils étaient fascinés. T'as bien vu au bout d'un moment, tous, ils ont commencé à faire des quenelles, tout ça et compagnie. Tu vois. Donc il avait trop d'audience chez les mecs de quartier. Et moi je me suis dit, bon, moi j'ai toujours eu ma thèse sur le Peura, sur la posture du rap. Ça c'était avant tout ça. C'est toujours. J'ai toujours vu la douille du rap. Et je voulais appeler ce livre Rap Game. Sauf et je crois que c'est ton éditeur qui a voulu. C'est mon éditeur qui n'est pas Contre-Culture. Contre-Culture m'a jamais édité. C'est les éditions blanches qui m'éditent. Et Contre-Culture, ils avaient un truc avec. Ils ont mis un truc de collection Contre-Culture. Ça veut dire que c'est un peu comme les prix vers Fnac. Ils avaient des. Par rapport au prix, je crois. Par rapport au prix. Mais j'ai jamais été édité par Soral. Ça, c'est des trucs de mytho qu'on raconte. J'ai été édité par l'édition blanche. Soral, il m'a pas pris des sous. C'est moi qui lui ai pris des sous. Des arnaques, des carottes et tout. Et donc, je pense à écrire l'imposture du rap. Et là, j'ai créé l'imposture du rap que j'assume à 200%. Comme ça va rassurer tout le monde. C'est mon bouquin. D'ailleurs, on s'est rencontrés pour ça. On s'est rencontrés pour ça. Livre important. Interview importante. Interview importante. Livre autocritique. Où la plupart des mecs sont restés bloqués sur les sionismes et compagnie. Non, je pense que c'est le livre qui est le plus autocritique sur les Renoirs, en tout cas, sur les Rebeux, sur le système, sur le mode de fonctionnement. Et pardon, pour ceux qui ont lu le livre, je pense que j'ai pas eu tort quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'évolution du Peura. Tu vois. Donc on peut même en parler si tu veux. Ouais, je pense qu'on reviendra sur une interview spécialement pour spécialement par rapport au livre, etc. Sur le rap, sur l'avancement, mais en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il faudra qu'on fasse le bilan par rapport à ce livre et ce qui se passe aujourd'hui dans le rap. Toujours. Et moi, je prédis déjà d'une que le rap, dans les années 70, en fait, il a bénéficié de l'échec des mouvements contestataires américains, Black Panther, qui ont été tués par l'infiltration, par la drogue, par plein de choses, par Hoover. Il y a eu un trou. Et ce trou, il a été rempli par le rap, par la gauche libérale américaine. Et ils sont rentrés dans Peace, Love, Having Fun et Unity. C'est-à-dire que les mecs ils se font massacrer, des trucs, on leur demande de tourner sur la tête, tu vois. Et donc moi je pense que le rap c'est ça. Je pense que depuis le départ c'était une industrie du divertissement. Je pense et je prétends que plus le rap est révolutionnaire, plus ça vend. Je prétends que s'il n'y avait pas eu le rap aux États-Unis, il y aurait plus de choses qui se seraient passées. Et je prétends qu'à partir de 88, parce qu'en 81, il y a la gauche qui arrive au pouvoir. 84, il y a SOS Racisme. C'est un échec. 88, il y a la nouvelle élection de Mitterrand. Il met Jack Lang. Et Jack Lang fait la même chose avec le rap qui a été fait aux États-Unis. C'est-à-dire occuper les quartiers avec de la fausse contestation. Et je prétends ça pour dire, par exemple, je prends un exemple. Par exemple, pour moi, quand j'ai dit une phrase qui faisait chier les gens, je dis pour moi, un bon rappeur, c'est un rappeur qui arrête. On aime ou on n'aime pas Alpha 520. Je trouve Ousmane Bodara beaucoup plus intéressant qu'Alpha 520, par exemple. Tu vois. Je pense que Kémy Séba, qui est totalement l'opposé, pour lui, je dois être le sida noir, tu vois. Mais Kémy Séba, s'il rappelle, je pense que ça aurait été un putain de rappeur. Mais je pense qu'il est plus utile dans ce qu'il fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu de rap, je pense que plein de gens qui avaient du talent, Akhenaton, je sais rien, moi, tous les mecs, tous les rappeurs qui avaient un verbe, qui avaient de l'intelligence et tout, je suis sûr qu'ils auraient pu faire des mouvements politiques, faire des choses pour faire avancer les trucs dans les quartiers. Un mec qui n'est même pas non plus Almami Kanouté. Heureusement qu'il ne rappe pas. Il est plus utile en ne rappant pas. Et je pense que s'il y a eu des mouvements dans les années 70 en France et des mouvements dans les années 80, c'est parce qu'il n'y avait pas cette connerie de rap. Voilà. Ça, c'est ma thèse. Surtout qu'en plus, quand tu vois après les collusions entre la religion
entre comment dirais-je, le déflorement de l'islam qui devient d'islam au rap, où tu peux confondre, où tu fais des clips, comme j'avais dit à l'époque avec les clips de charisme, etc. Le racaïsme. Je crois qu'il y a Medine qui avait répondu après. Hein. Exactement, ouais, bah oui, il m'a répondu, mais maintenant, tu vois les vidéos qu'il fait, c'est DJ Khaled. Ouais, avec sa femme et... Voilà. Bon. Alors, il a vite compris que lui aussi, c'était bien aussi de s'enjailler, tu vois. Donc, D'ailleurs, il a fait un son avec Booba après. Ouais, il a fait un son avec Booba après, tu vois, comme quoi. Et je ne le veux pas, justement. Mais preuve que c'est... Preuve que voilà, c'est du divertissement, arrêtez. Et tu vois, donc, tout ce truc-là... En fait, peut-être qu'au début, c'est de la contestation, etc. Mais on comprend très vite que quand on veut avancer dans le rap et atteindre des objectifs, et ben faut... Ils y croient à la salade. Ils croient à la salade qu'on leur dit, ils croient à la salade que les médias leur ont dit, mais ce n'est pas de la contestation, c'est de la musique, ce n'est que de la musique. C'est pas de la contestation, c'est que de la musique. Malheureusement, il y a eu un détournement. Comme je dis souvent, le rap est arrivé, les Kairas sont arrivés après. Tu vois, le rap a fictionnisé l'esprit Kaira. Donc les mecs ont commencé à raconter des trucs qui se passaient pas dans la rue, et après les mecs ont commencé à faire dans la rue ce qu'ils entendaient dans le rap. Je suis persuadé de ça. Tu vois. Et alors je parle pas au niveau de religion, je parle pas au niveau de la religion, c'est de pire en pire. Et quand tu vois maintenant des mecs qui sont aussi bons, peut-être techniquement, comme j'en sais rien, je sais pas, des mecs comme Chris Corleone. Tu vois des mecs comme Chris Corleone, ils commencent à dire ouais vas-y, le truc de nazi, Hitler, et les mecs ils croient que c'est un truc de ouf, tu vois. Et entre autres. Donc tu vois, donc les mecs n'ont toujours pas compris la douille du Peura. Alors maintenant, bon, je suis content, Damso il rappe avec Angèle, donc voilà, et Maître Gims il chante, Soprano il chante, voilà. Et d'ailleurs, pour pas aller dans tous les sens, je voudrais répondre à Oumar Samake. Parce que quand j'ai fait la vidéo avec toi, Oumar Samake il me clash. Tu sais, quand je fais la vidéo contre Def Jam. On parle de Oumar Samake, ouais. Bah, l'ex... Ouais, l'ex truc. Que je trouve talentueux. Je le dis en face, je le trouve talentueux, je le trouve fort, je le trouve charismatique. Je trouve qu'il a un charisme de ouf. Il m'attaque sur Twitter et dit ouais, je suis le nègre qui a voulu tuer Malcolm X. Mais Oumar Samake, j'ai envie de lui dire, moi c'est Def Jam que j'attaquais. J'attaquais Def Jam. J'attaquais Benjamin Sulvanige, j'attaquais Julien Crezard. Tout ça pourquoi? Il y a un an ou un mois, dans une autre émission, Oumar Samake nous dit quoi? Benjamin Sulvanige, il me l'a fait à l'envers. Julien Crezard, il me l'a fait à l'envers. Mais c'est ça que je racontais. C'est ça que je racontais, ça. C'est ça que je leur racontais. C'était cette utilisation et cette promotion de l'esprit Kaira, de gens qui arrivent peut-être avec un esprit positif, tout ça, des idées mercantiles. Quand on voit, surtout que quand on a vu l'évolution d'Alonso, quand on a vu l'évolution d'entre autres, enfin, il y a plein de rappeurs qui n'existent même plus d'ailleurs maintenant aujourd'hui, tu vois. Mon Caris il revient, voilà. Après les gens peuvent kiffer qu'un mec qui fasse une chanson qui s'appelle Chouin, moi ça me fait pas forcément gaulerie, tu vois. Et donc. Après il trouve un public quand même. Bien sûr qu'il trouve un public, mais on trouve un public de tout. On trouve un public sur le cinéma, on trouve un public sur tout. Mais maintenant, en fait tout fonctionne. Tout fonctionne, mais comme je leur dis, leur problème avec ces mecs-là, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est des acteurs. Parce qu'on me dit, ouais, mais le cinéma, ça n'a pas d'influence. Ouais, mais Al Pacino, quand il fait l'interview, il ne va pas te parler en Tony Montana, il va te parler en Al Pacino, tu vois ce que je veux dire? C'est un acteur. Et quand les gens me disent que le rap n'a pas d'influence sur la jeunesse ou sur les gens qui regardent quelque chose, je dis, mais quand on voit les choses, on sait que c'est pas vrai, ça n'a pas d'influence. Mais poto, il dit parce qu'ils disent que c'est des acteurs, on sait que c'est des acteurs, ça n'a pas d'influence. Poto, quand tu regardes un film porno, c'est des acteurs. Et tu bandes, hein. C'est des acteurs. Et tu bandes, frérot. Donc c'est les images sont super importantes. Donc ce que je dis sur le Peura, je le pense aujourd'hui encore plus qu'avant. Sauf que maintenant, il faut mettre de la nuance sur certains sujets où des fois je trollais. Sur par exemple Younes Bourimesh, à l'époque je l'avais trollé. Younes Bourimesh, beaucoup de respect pour lui, en vrai. Super entrepreneur qui fait des... Tu parlais de sa proximité avec Attali. Exactement. En fait, je le trollais pourquoi? Parce que moi je comprenais pas pourquoi un mec comme Younes Bourimesh, un mec comme ça, il produisait Caris, qui pour moi à l'époque... Enfin, c'est pas lui en direct qui le produisait. Mais il était derrière Thérapie. Ouais, je crois que le frère de Younes était le... Il était derrière Thérapie. Et moi je comprenais pas comment quelqu'un qui est dans... l'entrepreneuriat... Il est déjà en prison, tout ça, hein, comment tu peux mettre en avant un mec qui nous met dans la douille pareil? Moi, c'était ça, moi. Pour moi, Caris, je ne vois pas trop ce qu'il fait maintenant, mais à l'époque, en 2014, c'était, tu vois, il va dire le contraire, mais c'était des ablutions, c'était des trucs de ouf, tu vois. Donc ça, c'était ça que je critiquais à l'époque. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire. À l'époque, je vous ai dit que la chanson, ça va se terminer en onomatopée. Bon, ben, maintenant, la chanson, c'est en onomatopée, tu vois, c'est PNL, A-E-A-E-E. Ça va se terminer en chanson.
Maintenant, les raps, c'est du Zumba Café. Bon, après, bon, voilà, ça a toujours été le rap marseillais. Bon, ça rappe avec des fuseaux. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise, tu vois? Mais je pense qu'on fera une interview bien Enfin, une interview plus importante. pour se consacrer au. Mais malheureusement, ça a une influence négative sur les jeunes, toujours aujourd'hui, et idéologique, parce que tous ces gens-là, c'est des enfants de Dieudo, des enfants de Soral. Beaucoup de ces gens-là. Et Freeze Corleone, c'est un enfant de Soral, un enfant de Dieudonné. Sponsorisé par Universal, ça ne rend même pas compte. Et il reproduit les mêmes douilles. Et moi, ce que je vais expliquer, c'est que vous êtes les cocus de l'histoire. Pourquoi vous êtes les cocus de l'histoire? Parce que je vais te raconter. Quand j'écris le bouquin sur le Peura qui marche, qui cartonne, quand il écrit le bouquin, moi, je me rends compte vraiment de l'influence que ça a sur les mecs de quartier. Je me rends compte à quel point c'était important que ça a dématrixé. C'était super important. Je me rends compte que Soral, au bout d'un moment, lui, il voulait faire contre-culture musique. Avec Dieudonné. Moi, je sens la patate. Je dis non, mais laisse tomber, moi, je vais faire bras d'honneur. Enfin, lui, il avait l'idée de bras d'honneur. Je dis non, mais laisse-moi gérer. C'est moi, Mathias Cardès. Toi, tu vas trop vite, Thomas. Pardon, excuse-moi. Toi, tu sors le livre. D'ailleurs, c'est un succès. C'est un succès. Beaucoup d'estime. Beaucoup de tweets. Beaucoup de tweets, beaucoup de controverses des médias qui en ont vécu longtemps. Beaucoup de rappeurs qui n'ont pas dormi. Les Inrock, nanana. Beaucoup de rappeurs qui n'ont pas dormi. Beaucoup de rappeurs qui me disent en off, ouais, t'as raison frérot, mais faut manger. Les radios aussi qui n'ont pas trop apprécié. Les radios qui n'ont pas apprécié. Voilà. Parce que tu dénonçais vraiment le système là, tu mettais un vrai coup de pied dans la fourmilière. Je mettais un coup de pied dans la fourmilière parce que je trouve que c'était une influence négative sur les quartiers populaires. C'est tout, c'est parce que c'est. Malgré que tu avais cette casquette, entre guillemets, d'indic. Ouais. Mais ça, à cette époque-là. Mais ça, je le fais de mon propre fait. C'est pour ça que. En fait, parce qu'il est signé Mathias Cardé, donc automatiquement on a. Oui, mais je pouvais pas signer Thomas Laine, c'est mon vrai blaze. À l'époque, j'étais encore dans mon truc d'infiltration. Mais ce bouquin-là, je l'assume. J'assume ce bouquin. Tout est réel dedans. Rien à voir avec le truc de Hooligan. Non, mais c'est. En fait, c'est un bouquin qui. Les gens peuvent le relire encore. C'est un bouquin qui est sourcé. À la fin, je fais une thèse. Après, on peut la démonter. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu un bouquin qui a démonté mon livre. Alors, je fais peut-être des erreurs historiques. Des fois, quand je regarde. C'est quoi les critiques que tu as eues justement sur ce livre? Les vraies critiques, hein, quand tu parles d'erreurs historiques. C'est les mêmes critiques que j'ai sur mon bouquin d'aujourd'hui. Ah, mais il y a Soral derrière. Premièrement, il y a Soral. Personne t'a soufflé l'idée du livre. Donc non, ça vient de ma tête, ça vient de moi. Il y a Soral derrière, donc c'est un livre. Parce que dedans, entre guillemets, il y a aussi les feuges qui sont à la tête du rap, etc. Mais non, en fait, les gens, ils sont un peu cons. Les gens sont un peu cons. Parce que c'est un peu comme si je te faisais un bouquin sur. Si je te fais un livre sur. Sur la mode. Sur la mode, ou je te fais un bouquin sur les bars, je vais te parler des Auvergnats. Il y a un nombre de feuges qui sont à la tête de l'industrie du divertissement, parce que ça a toujours été comme ça aux États-Unis, mais pas que. Tu vois, Russell Simons, qui était un mec important, c'est pas un feuge. Jimmy Iovine, je suis pas sûr que ça soit un feuge. Et d'ailleurs, même, ça ne veut rien dire, puisque le gros combat qu'il y a eu à Def Jam à l'époque, entre Lyor Cohen, qui est feuge de Wall Street, et Rick Rubin, qui est un feuge populaire. C'est une guerre féroce qui est entre les deux, tu vois. Donc ça veut rien dire en vrai, ça. Tu vois. Donc ça, c'est l'auto-victimisation que nous, les Renois, nous, les Rebeux, on se dit pour essayer de justifier le fait qu'on veut croquer, on veut manger. Et puis après, quand ça marche pas, on dit c'est les feuges. C'est ça. Mais en vérité, personne ne vous force à poucave, personne ne vous force à raconter ce que vous racontez, c'est pas la vérité. Ton texte, tu l'écris tout seul, tu racontes tes trucs tout seul. C'est pas un feuge qui vient de dire à raconter ça ou non, ça c'est pas la vérité. Faut arrêter. Les ennemis primaires, ennemis secondaires, ça c'est faux. Ça, faut avoir votre responsabilité et votre responsabilité de ce que vous dites, de ce que vous écoutez, de ce que vous faites, sinon on s'en sortira jamais. Et ça, c'est notre problème. Ça. On s'en sortira jamais si on a ce truc-là. Donc voilà, en tout cas sur le Peura, voilà mon truc, et le truc marche bien. Ça marche. Et donc maintenant, je vais rentrer dans les doses.